Vous écoutez Ici Rueil. Bonjour à tous, chers auditeurs et passionnés de culture. La microfolie de Rueil vous ouvre ses portes. Découvrez l'art autrement, explorez, partagez et laissez-vous surprendre. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, on est un groupe de jeunes de 11 à 15 ans. On vous propose une série de podcasts qui s'appelle Les Jeunes s'engagent. On enregistre à la microfolie de Rueil-Malmaison. On a tout fait, écrire les rubriques, les débats et les enregistrements. On espère que ça va vous plaire. Bonjour, je vais vous parler des associations ou des sociétés qui aident les personnes en situation de handicap. Pour les aider, il faudrait agrandir les associations telles Trisomie 21 qui aident les personnes ayant la trisomie 21, l'Arche qui aide les handicapés mentaux et Surdit 34 qui aide les personnes atteintes de surdité. Inventer des écoles de bénévoles qui forment et qui vont aider les handicapés. Inventer des appareils auditifs gratuits, invisibles et plus performants pour aider les malentendants, voire les sourds. Proposer des entreprises ouvrant leurs portes à des handicapés pour qu'ils puissent travailler dans des sociétés. Et merci de m'avoir écouté. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et souvent mal compris, le handicap. D'abord, petit point clair, le handicap physique, c'est quand une personne a des difficultés à bouger, voir, marcher, bref, quand le corps ne fonctionne pas comme d'habitude. Le handicap mental, c'est quand quelqu'un n'apprend, réfléchit ou ne comprend pas de la même manière que les autres. Et maintenant, passons aux chiffres. En France, 12 millions de personnes sont handicapées. Dans le monde, c'est 1,3 milliard de personnes. Malgré ces chiffres énormes, le handicap reste un sujet tabou et plein de gens ont des idées fausses dessus. Alors, et si on allait voir au-delà des clichés ? Idées reçues vs réalité. Par exemple, on pense que les personnes en fauteuil roulant ne sont pas autonomes. En réalité, elles peuvent travailler, se déplacer seules et mener une vie tout à fait normale. Certains peuvent même avoir des carrières exceptionnelles, des passions et des projets qui n'ont rien à voir avec le handicap. Voici la belle histoire de Trisha Zorn. C'est une nageuse paralympique née aveugle et en fauteuil roulant. Elle a surmonté ses handicaps pour devenir la nageuse paralympique la plus décorée de l'histoire. 26 médailles en tout à son actif, de 1980 à 2004. Elle a prouvé que malgré son handicap et sa déficience sensorielle, elle pouvait être un modèle d'inspiration pour beaucoup. Elle a démontré que le handicap n'est pas une limite, mais un obstacle à surmonter. Voici une citation inspirante que l'on peut lui attribuer. Le handicap n'est pas une barrière, mais une opportunité de montrer de quoi nous sommes capables. Une personne atteinte d'un handicap mental ne doit surtout pas être mise à l'écart, ne pas être jugée trop vite. Il faut poser des questions si on ne comprend pas et garder l'esprit ouvert. Chaque personne est unique, avec une histoire humaine propre à elle. Les personnes en situation de handicap mental sont-elles capables d'apprendre ? Bien sûr, elles apprennent, mais à leur rythme, parfois avec des outils différents. Elles sont aussi capables de progresser, de s'exprimer et de créer comme tout le monde. Une fois, on m'a posé la question. Mais ces personnes comprennent-elles ce qui se passe autour d'elles ? Ce n'est pas parce qu'un individu s'exprime différemment qu'il ne comprend pas vos regards, vos paroles ou vos attitudes. Au contraire, beaucoup sont très sensibles, bien plus que nous. Une idée reçue sur le handicap mental est qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est faux, beaucoup de personnes en situation de handicap mental travaillent dans des environnements classiques ou en structures comme les ESAT. Ce qu'il faut, c'est un cadre bienveillant, du temps, des adaptations et surtout croire en leurs capacités. Pour finir, voici un petit témoignage de Hugo. Je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, j'ai la trisomie 21. Aujourd'hui, je travaille dans une cuisine depuis 3 ans. Au début, on me disait que je ne pourrais pas, mais maintenant, je prépare les entrées, je prends les commandes et le bus tout seul. J'aime mon travail. Ce que je veux, c'est qu'on me regarde comme une personne normale, pas comme une anomalie. Derrière chaque handicap, il y a une personne avec des rêves, des talents, comme tout le monde en fait. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simple. Aider sans infantiliser, écouter sans juger et surtout changer notre façon de voir. Et toi, que peux-tu faire à ton échelle pour cette cause ? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des structures ou associations qui reçoivent des personnes en situation d'handicap visible ou invisible. Pour commencer, nous allons commencer par l'Arche. L'Arche est une structure qui reçoit des personnes
en situation de handicap. Ils font tout type d'activités, ils vont à la piscine, ils font du pain, même à Beauvais, ils font du cidre, où ils sont aussi allés faire du ski. Certains jeunes ont même participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en tant que bénévoles. Il y a aussi les ESTA, donc ESAT, c'est une abréviation qui signifie établissement aidant par le travail depuis 2023, donc c'est tout récent. C'est les personnes en situation de handicap, donc visibles ou invisibles, qui ne peuvent pas exercer un métier dans des emplois normaux, même aménagés. Ils ont des soutiens médicaux et c'est aménagé pour qu'ils puissent avoir des soins. Et vu que tout enfant a le droit à l'éducation, il y a aussi des écoles spécialisées pour les enfants. Ils ont le même programme que l'éducation nationale, sauf qu'ils peuvent avoir par exemple des aménagements pour passer les examens comme le brevet ou des contrôles. Quelqu'un pourra écrire pour eux ou ils pourront avoir un ordinateur. Merci de m'avoir écouté. Que pensez-vous du regard de la société sur les personnes en situation de handicap ? Moi, je pense que c'est surtout un sujet tabou dont on parle pas trop. Moi, je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'on devrait plus en parler parce que ça fait partie de la société humaine et on est tous différents. Et le handicap, ça devrait pas être considéré comme une anomalie. Je suis d'accord que le handicap devrait pas être comme une anomalie, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On parle de beaucoup d'autres choses, mais jamais du handicap. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un handicap ? Il y a deux sortes d'handicap qui existent, le handicap visible et invisible. Donc tout ce qui est handicap visible, c'est ce qu'on va voir de la personne. Donc s'il y a des difficultés à marcher, par exemple en fauteuil roulant ou un membre qui est amputé. Et pour les handicaps invisibles, c'est les handicaps mentaux, comme l'autisme, par exemple. Pour moi, le handicap, c'est quelque chose qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Handicap visible ou invisible, donc. Mais souvent, on se moque des personnes, quel que soit le handicap. Et ça, c'est vraiment un problème. Par exemple, on voit quelqu'un à qui il manque un bras ou une jambe, on a envie de rigoler, même si c'est pas drôle en fait, vu qu'on se demande comment il fait. Moi, j'allais dire que je pense que maintenant, les gens, dès qu'ils voient quelqu'un de différent par rapport à eux, ils vont commencer à se moquer. Et moi, j'ai un petit témoignage à faire. Je connais quelqu'un qui est autisme, il a du mal à parler et il a des énormes lunettes qui font que ses yeux sont énormes. Et dans sa classe, tout le monde se moque sans arrêt. Alors moi aussi, j'ai lu dans un de mes magazines que à cause des écrans, d'ici 2050, 50% de la population sera aveugle. Choquant. Comment pensez-vous qu'on pourrait-on aider les handicapés, que ce soit visibles ou invisibles, pour qu'ils puissent avoir une place comme nous, comme les valides, dans la société ? Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui existent déjà et j'en connais une qui s'appelle La Ruche qui est positionnée à Versailles, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, elle fait des activités surtout pour... je sais qu'il y a beaucoup de trisomiques qui vont là-bas. Et en fait, c'est des après-midi, par exemple, où ils vont faire des activités comme des découpages de bois. Même parfois, une fois, ils ont fait un atelier cuisine et ils ont invité des personnes à manger ce qu'ils ont préparé. Et c'est un peu une façon de les intégrer dans la société. Et je trouve que c'est vraiment bien. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas les traiter d'une autre manière qu'on traite un enfant qui n'est pas, par exemple, trisomique, parce qu'on a tendance à les infantiliser. En fait, il faudrait les traiter différemment. Non, il faudrait surtout... eux, ce qu'ils veulent, c'est être intégrés comme des personnes normales, être intégrés dans tout ce qui est dans la société. Ils essayent de faire de tout leur possible, mais des fois, on n'accepte pas le fait qu'ils soient handicapés, qu'ils soient aveugles, on n'accepte pas. Et donc, ils sont exclus et ils sont tout seuls. Et aussi, il faut faire très attention au regard qu'on leur porte, aux choses qu'on va leur dire, parce que souvent, ces personnes-là, elles ont une sensibilité très, très, très élevée par rapport à la nôtre. Quelquefois même, ils peuvent pas manger comme nous. Et souvent, ces personnes-là, ils sont mis à part. Et quelquefois, ils sont même isolés, ces personnes. Parce qu'ils peuvent pas sortir, ils sont différents. Et la différence, c'est une force. Le handicap n'est pas une limite, c'est une différence. Pensez-vous que les personnes en situation de handicap peuvent travailler ? Bien sûr qu'elles peuvent travailler. D'ailleurs, on a fait un épisode avec mon ami sur un jeune garçon trisomique
qui a témoigné en disant que lui, il travaille dans une cuisine et il prépare des plats, il prend les commandes des gens. Il y a même des dispositifs pour adapter les travails aux personnes handicapées. Par exemple, une fois à la FNAC, j'avais un caissier qui était sourd. Et donc, c'était marqué, il y avait une petite pancarte, je suis sourd. Et du coup, on se débrouillait comme ça pour lui parler avec des gestes, lui expliquer qu'on payait par carte, en espèces. Donc voilà, faut juste adapter. Moi, j'ai un exemple avec Alexandre Jolien qui a fait un métier et qui est devenu... il avait une infirmité cérébrale et il est devenu une figure philosophique et il est devenu écrivain aussi en faisant ça. Moi, je pense que oui, parce que pas loin de la microfolie, il y a une usine où on apprend à des personnes qui ont une déficience mentale des métiers. Est-ce que les JO paralympiques de Paris ont-ils aidé à mieux comprendre et à admirer les personnes en situation de handicap? Franchement, oui, parce que on voit qu'ils peuvent donner de leur mieux toujours, qu'ils peuvent faire du sport. On voit que, par exemple, peu importe ce qu'ils ont, ils continuent à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je suis impressionnée par leur courage surtout. Parce que faire un sport de haut niveau en ayant, par exemple, au basket, en fauteuil roulant, c'est quand même hyper compliqué. Ils doivent donner le double d'effort des joueurs olympiques. En fait, pour eux, tout est plus dur et c'est admirable ce qu'ils font. Et les JO paralympiques, ça permet de les mettre en valeur. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est bien de soutenir ça. Pourquoi on se fiche de leur cas alors qu'on peut encore les aider? On les met à part, on leur dit toi tu restes dans ton coin là, on veut pas de toi, alors qu'on peut quand même les aider et leur approprier des soins. Je pense qu'on ferme les yeux sur eux parce que, en fait, je pense que on se rend pas compte qu'en fait ils sont une énorme partie de la société. Enfin, c'est quand même, on avait dit des chiffres dans un épisode. Et c'est vraiment 1,3 milliard dans le monde. Voilà. Donc franchement, on ne devrait pas fermer les yeux parce qu'ils font partie du monde, de l'humanité, oui. 1/8 de la population du monde, c'est énorme. Pourquoi la santé mentale des jeunes se dégrade-t-elle d'après vous? Franchement, moi je pense que c'est souvent peut-être à cause des jeux vidéo, vu qu'ils sont absorbés dedans, ils n'ont jamais envie d'arrêter. J'ai moi-même l'expérience vu que j'en fais. Et t'as jamais envie d'arrêter et tu veux toujours continuer. Après, tu y penses, tu penses plus qu'à dire des gros mots, tu veux que faire ça. Ça pousse même à faire des actes horribles, comme un jeune homme qui a tué une jeune fille en partie à cause de ces jeux vidéo. Parce que c'était des jeux vidéo très violents. Mais je pense que maintenant, avec les addictions qu'on a dans le monde, surtout avec les écrans, c'est vraiment un gros problème. En fait, l'addiction, c'est ça le problème. En fait, tout ce qui regroupe... Le numérique. Ouais, le numérique... oui, parce qu'après, les gens, ils sont que sur ça, ils veulent tout le temps ça, ils veulent juste faire que ça. Et limite, quelquefois, ils n'ont plus de lien social. Moi, j'ai pas de téléphone au collège. Moi, j'ai un ami, c'est bon, on dû lui donner un téléphone parce qu'il n'arrivait pas à se trouver des amis qui voulaient bien de lui. Oh, mon Dieu. Il était mis à part à chaque fois. Moi, je me souviens, quand je jouais au collège, j'avais un ami, il était tout le temps sur son téléphone et ça avait le don de m'agacer, mais à un point que donc, quand on était deux à ne pas avoir téléphone, quand il était sous téléphone, on prenait comme s'il n'existait pas. Et c'est bon, t'es sous ton téléphone, t'es pas avec nous. Et moi, quand je vais au collège, je vois tout le monde comme ça, là, sur son téléphone. C'est vrai. Ça isole les personnes. Ça revient au sujet de l'autorisation des téléphones au collège. Est-ce qu'il faudrait que ce soit autorisé ou pas? Et pour moi, c'est non. interdit. Après, moi aussi. Le téléphone est interdit sauf au lycée. Oui, au lycée, oui. Il est interdit de l'utiliser dans l'enceinte du collège. Mais il y en a qui vont dans les toilettes et qui l'utilisent. Donc, ça résout pas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des casiers par classe où les gens ils donnent leur téléphone. Et à la fin de la journée, ils viennent récupérer leur téléphone. Et qu'ils les aient pas avec eux pendant le collège. C'est vrai. C'est avec la fin de ce débat. Si vous avez bien aimé, je vous invite à regarder les autres débats. Merci et likez et mettez cette vidéo en favori. Merci de nous avoir écoutés. On remercie tous les participants, nos familles, l'association Contrôle Z d'avoir animé le stage et bien sûr la Microfolie de nous avoir accueillis.
C'était les jeunes de la Microfolie sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.